Bon, les gars, quand vous étiez petits, je parie que vous rêviez de devenir un chevalier, un conquérant, ou même un empereur pour les plus mégalos d'entre vous. J'ai pas raison? Tous les petits enfants rêvent de vivre des aventures, de fonder leur propre royaume et de marquer le monde de leur empreinte. Et d'ailleurs, ça ne touche pas que les enfants. Si les jeux vidéo où on construit son propre château, où on mène sa propre civilisation et où on explore des donjons périlleux sont si populaires aujourd'hui, c'est peut-être bien qu'au fond, le souffle de l'aventure ne s'apaise jamais complètement, même chez les adultes. Mais alors, est-ce que c'est réellement possible? Est-ce qu'on peut posséder en propre, dans la réalité, son petit pays et l'administrer, le défendre, le développer, en faire l'œuvre de toute son existence? Si oui, à quel prix? Et qu'est-ce que ça induit comme psychologie, comme rapport au monde et comme questionnement métaphysique? Et ben pour répondre à ces questions, comme souvent, la littérature peut être d'un grand secours. Dans Mémoires d'Adrien, Marguerite Yourcenar nous plongeait dans les pensées crépusculaires d'un empereur romain qui ressassait les grands événements de sa vie. Et dans Fortune de France, Robert Merle nous donnait à voir le destin d'une famille de petits seigneurs dans le Périgord à mesure qu'ils développaient, entretenaient et faisaient prospérer leur domaine. Et ces deux romans, Mémoires d'Adrien et Fortune de France, vous allez voir, ils vont jouer un rôle important dans notre épisode aujourd'hui. Mais avant ça, petit aparté, faut que je vous raconte une autre histoire. Une histoire qui débute sur ma boîte mail. Un jour, sans prévenir, je reçois un message d'un abonné qui suit mon travail et me félicite pour mes vidéos. Alors moi, ça me fait plaisir et je prends le temps de lui répondre. Une discussion s'amorce et de fil en aiguille, le gars finit par me dire que son père est prof d'histoire et qu'il a un jour écrit un roman. Et ce roman, c'est celui d'une quête assez dingue, celle d'un petit chevalier médiéval nommé Haraldus. Haraldus, c'est un gars qui a vraiment existé, qui a vraiment combattu et qui aurait, peut-être, fondé la petite ville de Châtellerault, là, pas très loin de Poitiers, quoique ça, en fait, on n'en sait trop rien. Je disais c'est loin, mais c'est beau, hein. Parce qu'Haraldus, c'est un personnage assez discret dans les sources historiques, un petit vassal du puissant comte de Poitiers qui n'apparaît qu'à quelques occasions éparses dans les chroniques, les textes juridiques et les généalogies. Sire, je suis votre éternel abonné. Autant dire que finalement, l'existence historique d'Haraldus, on n'en sait presque rien. PTDR, t'es qui? Mais malgré ça, le père de mon abonné là, il s'est passionné pour la vie d'Haraldus, pour son destin et pour ce qu'on peut imaginer de son parcours, au point d'en faire un roman, le bien nommé Haraldus. Sauf que voilà, son premier éditeur a pris sa retraite, le roman n'est plus commercialisé et notre daron, il cherche un nouvel éditeur. Et justement, son fiston a pensé à moi et à mon travail avec la Giberne. Alors il m'envoie son texte, je le lis et il vient de rejoindre le catalogue de la Giberne. C'est un banger, c'est d'ores et déjà disponible et l'histoire derrière tout ça est complètement folle. Venez, faut qu'on en parle après le générique. Bon alors comme je l'ai dit, Haraldus le roman suit l'histoire plus ou moins avérée d'Haraldus le chevalier au nord du grandiose duché d'Aquitaine entre l'an 929 et l'an 971. Donc bien sûr, comme vous devez vous y attendre, on y croise pas mal de batailles sanglantes, de massacres sordides, de coïts brutaux et de crimes dignes du Rwanda en 94. Donc pour ceux qui ont aimé les 2 tomes de l'Hydre, vous serez pas dépaysés à ce niveau-là. Mais putain, l'ONU a tressailli là. Il y avait combien de victimes? J'en sais rien, on n'a pas réussi à les compter. Pourtant, Haraldus présente d'emblée une structure vraiment originale. L'intrigue s'y déroule certes de façon chronologique, mais pas de façon continue. Dans les faits, il peut se passer plusieurs mois, voire plusieurs années entre 2 chapitres, de sorte que ce roman, il est vraiment conçu de manière à rendre compte de la vie d'Haraldus d'une façon fragmentaire, qui laisse voir les événements marquants de sa vie, mais pas les petits détails du quotidien. Et ça, c'est une démarche intéressante à plusieurs titres. D'abord, d'un point de vue narratif, elle permet de diviser la vie d'un chevalier en 24 chapitres, qui sont autant d'étapes dans son parcours, et rappellent les 24 heures d'une journée, petite unité de temps digne du théâtre, les connaisseurs apprécieront. Habile. Ensuite, d'un point de vue stylistique, ça permet de mettre en avant les scènes les plus importantes de la vie d'Haraldus. Le moment où il se bat contre des vikings, la prise d'un fortin ennemi, la lutte contre un félon, ses discussions avec le comte de Poitiers ou encore ses expériences plus ou moins mystiques avec la nature ou le clergé local. L'abbé, j'implore droit d'asile. Ici, tout est recentré sur la substantifique moelle pour faire kiffer un maximum le lecteur. Bon, et puis dernier avantage dans cette structure narrative originale, elle est d'une grande cohérence logique. Pourquoi? Je vais vous montrer et vous allez voir, c'est brillant. Il en a dans le cigare, le copain. Tenez, regardez ce livre, Le Rhinocéros d'or, écrit par François-Xavier Fauvel. C'est, à mon humble avis, l'un des textes les plus fascinants qui soit. Le Rhinocéros d'or, c'est un essai historique, écrit par un grand historien contemporain sur l'histoire médiévale de l'Afrique. Mais le problème, c'est que, n'en déplaise aux afrocentristes kamites chers à Maudin Malin, on a extrêmement peu de sources sur l'histoire médiévale africaine. À peine une trentaine de textes épars, parfois européens, le plus souvent arabes ou même chinois. Et donc, plutôt que de boucher les trous de force, François-Xavier Fauvel, il a pris le parti d'écrire un chapitre sur chaque source dont il dispose pour montrer ce qu'elle dit et ce qu'elle apporte à notre compréhension, quitte à laisser parfois des blancs, si j'ose dire, de plusieurs décennies ou siècles entre 2 chapitres. Et ça c'est vertigineux comme façon de faire, parce que ça joue précisément sur notre imagination.
Naturellement, on a envie de reboucher les trous et de songer à ce qu'il s'est passé dans les intervalles. Et c'est exactement la même chose avec Haraldus. Entre telle bataille et telle construction de château, que s'est-il passé? Après une mauvaise récolte, comment a-t-il évité la famine? Quand un envoyé du comte lui parle mal, comment a-t-il renversé la situation sans provoquer de crise majeure? Il faut savoir que quand ils vont être en face de moi, ça va se passer autrement. Et là, ce sera plus la peine de dire « Je m'excuse, maître Yoda ». Et quand une rebouteuse le guérit d'une sale maladie et qu'à cause de cela, un prêtre bas de plafond l'accuse d'hérésie, comment est-ce qu'il s'en est dépatouillé? Et bah ça, vous ne le saurez jamais, mais vous pourrez toujours l'imaginer. Et c'est ça qui est génial avec Haraldus. C'est un roman, certes, mais c'est surtout une porte ouverte vers 1000 autres romans. Que s'est-il passé en 942, en 950, en 958? Le roman ne vous en dit rien, mais il vous donne des indices pour imaginer des choses sans jamais rien affirmer. En fait, tout est construit comme si chaque chapitre d'Haraldus correspondait à un témoignage, une source, un souvenir particulier et ne pouvait s'étendre au-delà. La majeure partie de la vie de notre chevalier demeure donc cachée, enfouie, et tout le roman, sans jamais le dire, vous invite à imaginer tout ce qui est resté enseveli dans les ténèbres. Bon, alors ça c'est pour la structure générale. Maintenant, rentrons un peu dans le détail, mais sans divulgachis, c'est promis. Haraldus, avant toute chose, c'est un guerrier. Fils d'un petit chef militaire au service du comte de Poitiers, il se voit confier, à la fin des années 920, la gestion et l'administration des terres au nord de l'Aquitaine. Et surtout, n'allez pas vous imaginer que c'est une mission facile. La vie d'Haraldus, elle ressemble sacrément à une partie de Minecraft en mode hardcore. Tout est à construire, les brigands infestent les routes, les vikings remontent les fleuves et massacrent tout ce qui bouge de 7 à 77 ans, il y a encore des païens partout et, surtout, la vie ne tient en permanence qu'à un fil. Il suffit d'un coup de dague, d'une flèche mal placée, d'une mauvaise grippe ou d'un bête accident de chasse pour qu'un Gus calanche séance tenante. Dans ce roman, pas de magie, pas de cicatrisation facile, pas de facilité scénaristique, tout est aussi réaliste qu'implacable. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. À l'époque d'Haraldus, la vie est rude, la mort rôde en permanence, l'espérance de vie plafonne à 35 balais et il n'y a pas de réapparition au point de spawn en cas de run foireuse. Si tu cannes, c'est rideau pour de bon. Et ça, naturellement, ça colore profondément la vie d'Haraldus. Son existence entière, il va la passer à massacrer des mecs, à fomenter des complots, à mener des expéditions, à trucider de pauvres Gus assez souvent innocents. Bref, c'est pas un gentil, c'est juste un gars qui fait ce qu'il faut pour survivre et perdurer dans le game. Mais pour autant, ne le voyez pas comme une brute épaisse et sans la moindre sensibilité. Certes, il est encore plus illettré que Sébastien de Logu, ce qui est déjà une performance en soi. Mon grand-père, né à Oran, qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Quoi Répète. Votre masque. Mais Haraldus n'est pas dépourvu de questionnements philosophiques. Et là, on reboucle sur les mémoires d'Adrien, dont je vous parlais en introduction. Parce que dans Haraldus aussi, vous croiserez des interrogations sur l'au-delà, la divinité, la sagesse, la tolérance, l'histoire, la postérité ou encore le désir. Et c'est là que le roman donne sa pleine mesure. Tout ce que je vous ai décrit avant, les guerres, les serments d'allégeance, les châteaux, etc., ce sont des éléments qu'on pourrait trouver dans des sources historiques classiques, comme des chroniques par exemple. Mais là où le roman permet d'aller plus loin, c'est en proposant de rentrer dans la caboche des personnages. Et si ce n'est pas Haraldus lui-même qui raconte son aventure comme c'est le cas avec Feu Follet dans l'Hydre, toute l'histoire, ou presque, reste racontée du point de vue de notre chevalier favori. Et ça, c'est un exercice vraiment exigeant mine de rien. Pour faire un truc pareil, un auteur doit rentrer dans la tête d'un personnage appartenant à un milieu complètement différent et évoluant dans une époque mal documentée depuis longtemps révolue. Et ça va assez loin tout ça. Par exemple, comment Haraldus parlait-il au comte de Poitiers quand il le rencontrait? En soi, le gars était forcément respectueux, ça on s'en doute. Mais on peut pas imaginer un analphabète du Xe siècle en train de faire des courbettes à la Louis XIV devant son suzerain. Ils ont des rubans sur les pompes, ils ont des collants, ces fils de alors que la France est attaquée par tout le monde. Alors quel niveau de langue choisir pour rendre compte du respect et de l'attachement sans que cela sonne faux? Et idem quand Haraldus est avec sa femme. Parce que oui, il y a quelques scènes de fiac dans le bouquin, et c'est mine de rien assez ardu de s'imaginer comment un chevalier du Xe siècle bâtissait sa sexualité. Évidemment, la notion de consentement est sur répondeur, et les préliminaires sont restés bloqués à la douane. Il l'attrape, si tu illumines le levrette, il le rappelle pas le lendemain. Bon, ça c'est fait. Mais à part ça, comment décrire l'attachement des deux époux? Est-ce déjà de l'amour ou seulement de la nécessité? Et quel rôle joue la fidélité là-dedans? Encore une fois, quand j'ai lu ça, j'étais complètement ébahi. En fait, ce roman, il a vraiment le pouvoir de vous hypnotiser, de vous donner le vertige. Quand vous le refermez, il vous trotte dans la tête et il vous pose 1000 questions sur tous les aspects qui font la vie d'un homme. Qu'est-ce que bâtir? Quel rôle joue la famille? Comment rester calme dans telle ou telle situation? Que va-t-il rester de nous après notre mort? Ça ne s'arrête jamais. Alors évidemment, j'ai pris contact avec le père de mon abonné pour parler de son roman et c'est comme ça que j'ai rencontré David Pasco. David, je l'ai dit, il est historien avec une formation en histoire médiévale, comme moi, alors autant vous dire qu'on avait toutes les raisons de bien s'entendre. Des amis sérieux, comme d'habitude, hein. Et ce que j'ai compris tout de suite, en discutant avec lui, c'est qu'Haraldus, c'est la rencontre parfaite entre une biographie historique et un roman. Tout le cadre dans lequel évolue Haraldus, les nobles qu'il côtoie et jusqu'à ses opinions sur les grands sujets de son temps, tout cela est rigoureusement juste et établi d'un point de vue historique.
En revanche, par-dessus ce substrat historique, David a fait œuvre de romancier pour offrir ce que la littérature seule peut insuffler, une intériorité, des doutes, des émotions, des sensations et des enjeux romanesques. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche fort. À mesure qu'on voit Haraldus empiler les pierres de son château et tenir à distance les dangers, on voit le monde autour de lui se transformer peu à peu. Mais dans le même temps, on le voit aussi vieillir, diminuer, faiblir, hésiter, et on se surprend à s'attacher à cet homme alors même qu'il est résolument imparfait et capable des pires cruautés. Alors voilà, je sais que la Giberne ne publie normalement que des textes inédits, sauf pour la collection Héritage, et ça n'a pas vocation à changer, mais je me devais de faire une exception pour Haraldus. L'histoire d'un chevalier français, d'un chevalier qui a vraiment existé, qui plus est, rempli de batailles, de périples et de réflexions sur la vie, ça ne pouvait que me plaire, et ça ne peut que vous plaire à vous aussi. En introduction, je vous parlais de Fortune de France, la série de romans signés Robert Merle, dans lesquels on suivait le destin d'une famille de la petite noblesse dans le Périgord. Et bien même si je ne veux absolument pas dénigrer les Fortunes de France, ce sont d'excellents livres, d'ailleurs on pourrait en parler un jour, n'hésitez pas à le réclamer en commentaire si ça vous botte, force est de le constater, Haraldus, c'est mieux. C'est mieux parce que c'est un récit qui alterne sans la moindre censure des passages oniriques ou contemplatifs, avec des scènes de guerre médiévale bien corsées, le tout en vous laissant la place d'imaginer 1 milliard de petites scénettes entre chaque grande scène. Et ça, c'est giga puissant. Et en prime, Haraldus vous fait vraiment ressentir l'ambiance médiévale. La vraie ambiance médiévale, je veux dire. Vous savez, à droite et à gauche de l'échiquier politique, aujourd'hui, on croise pas mal de délires sur nos ancêtres de l'an 1000. À droite, on nous vend un Moyen-Âge droit et noble, plein de promesses et de serments inviolables, où le pro-chevalier guerroie sans relâche pour protéger la veuve et l'orphelin, entre deux croisades désintéressées, où il emplafonne du mahométan pour la plus grande gloire du Christ. J'ai envie de dire Starfoula. Ça, par exemple, c'est ce qu'on retrouve dans la conférence de Julien Rochdy sur le Moyen-Âge, qui colporte quand même pas mal cette image, en amalgamant des anecdotes parfois séparées de 500 ans dans la réalité. Et de l'autre côté du spectre politique, à gauche majoritairement, on rencontre le côté fantasy du Moyen-Âge, c'est-à-dire un monde avec des monstres, des chasseurs de monstres, des guildes bien ordonnées, des femmes guerrières, des intrigues claires et des castes établis de longue date. Et ça, je dis pas que c'est mal en soi, j'aime bien la fantasy moi-même, hein. Mais en revanche, la fantasy, ça ressemble à peu près autant à la réalité du Moyen-Âge que le journalisme de Julien Pain ressemble à la vérité. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. Tandis que là, avec Haraldus, vous plongez dans le vrai, lourd et dense Moyen-Âge. Une bataille au Moyen-Âge, c'est 20 gus contre 20, à l'aube, qui se cisaillent la barbaque à coups de faucilles rouillées, le tout en chargeant les uns vers les autres à 10 ou 15 km/h grand max. C'est de l'horreur en slow motion, avec déferlement d'hémoglobine à l'acte 2 et 0,0 compassion pour les prisonniers de guerre, qui finiront probablement émasculés puis pendus, et oui, dans cet ordre-là si vous aviez un doute. Je sais pas comment, je suis choqué. Là, Oubliez les grandes épopées à base de mages qui crament des armées entières ou de royaumes millénaires qui gardent un anneau sacré. Ici, on plonge dans une époque poisseuse qui nappe tout de danger, d'incertitude et de suspense. Le Xe siècle, c'est le moment où le féodalisme est en train de s'instaurer. Mais en attendant, tout est incertain et la loi du plus fort règne. Une victime. Et le mec, sa vie s'arrêtait là. Même un seigneur comme Haraldus n'est pas sûr de faire long feu. Est-ce que tu vas survivre à cette journée et à celle de demain? Se projeter plus loin qu'une semaine en avant, c'est déjà de la SF. Et pourtant, malgré ses limitations, Haraldus rêve de fonder une ville, de bâtir une châtellenie puissante et, pourquoi pas, de se hisser à la hauteur des grands seigneurs de son temps. Alors y arrivera-t-il? Et à quel prix? Pour le savoir, il ne vous reste plus qu'à vous radiner en description de cette vidéo sur le site de la Giberne pour prendre votre exemplaire. Si vous aimez l'aventure, si vous aimez le Moyen-Âge et si vous aimez l'histoire de France, Haraldus ne peut que vous plaire. Et en plus, le destin éditorial de ce texte est romantique à souhait, alors donnez-lui donc sa chance. C'est pas tous les jours qu'un vrai chevalier vient toquer à votre porte. Pour les plus radins d'entre vous, ou les plus fauchés, c'est selon, je rappelle que la Giberne livre gratuitement en France dès 3 livres achetés, et que la maison est présente sur le Pass Culture, et qu'on peut également compter, désormais, sur quelques points de vente fidèles comme la librairie Kléber à Strasbourg ou la librairie Gibert à Paris, au 26 boulevard Saint-Michel. N'hésitez pas à aller les voir de ma part, ils sont super sympas, et vous êtes vraiment nombreux à vous servir chez eux, ça fait plaisir de constater votre engouement. Bref, vous avez l'embarras du choix sur les canaux de vente disponibles, alors remuez-vous le fiac, Haraldus vous appelle, et vous n'avez pas envie d'être en retard. Fais ton devoir, petit homme! Ce roman est tellement dense que j'aurais pu vous en parler encore des heures. Mais c'est encore mieux si c'est vous, par vous-même, qui allez le lire et faites le travail de réflexion qui convient. Est-ce que, comme moi, certaines scènes des derniers chapitres vous feront penser au Guépard de Tomasi di Lampedusa? Est-ce que, vous aussi, vous aurez envie de ressortir les ouvrages de Georges Duby ou de Jacques Le Goff après avoir dévoré ce chef-d'œuvre? Et est-ce que le flux de conscience qui accompagne certains passages ne vous fera pas penser à Ulysse de James Joyce?
À vous de me dire, et j'ai hâte d'avoir vos impressions. Une chose est sûre, Araldus est un roman ingénieux qui sait aller là où il faut et là où on ne l'attend pas. Tenez, par exemple, je vous ai dit qu'il était écrit au présent. Pour un roman qui explore le temps long et le passé lointain, voilà un choix original et qui, pour une fois, apporte vraiment quelque chose à la narration. Alors comment vous l'interprétez ? J'ai hâte de le savoir. Bonne lecture à vous les gars, j'espère que vous allez vous régaler. Je compte vraiment sur votre soutien pour propulser ce roman au sommet, il le mérite tout particulièrement. Allez-y, à la revoyure, Araldus vous attend, alors chargez. Tu vois à quel point je suis fatigué. Les chevauchées d'hier me semblent si lointaines. Depuis la mort de mon père, le valeureux Ramnulf, il y a plus de 40 ans, j'ai lutté sans relâche. Moi le bâtard, moi le fils d'une petite courtisane, moi j'ai fait mettre genoux à terre à des rois usurpateurs aussi bien qu'à des barbares avides de sang que les plus grands princes disaient invulnérables.